Et sans transition, on va parler d'un autre cas emblématique du bien-être dans notre pays, avec Bertrand Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes environnementaliste et porte-parole de l'association Action Écologie. Et alors vous avez été mis au banc de l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée parce que vous avez été accusé de climato-scepticisme. C'est le nouveau procès en sorcellerie des temps modernes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette péripétie ? Écoutez, ça fait 15 ans que je travaille dans cette université. J'avais un poste de direction. J'ai été nommé préfigurateur d'une nouvelle direction. Et à ce moment-là est sorti un article de Mediapart sur moi-même et mon association. Alors, on n'est pas climato-sceptique, parce que ça, c'est le terme magique, si vous voulez, pour détruire votre réputation. Et puis comme ça, on n'a plus besoin de débattre. Oui. L'affaire est faite, est entendue. Or, nous, notre positionnement, c'est d'être anti-catastrophiste, en fait. Il y a un alarmisme totalement délirant sur les questions environnementales, et on lutte contre cet alarmisme, en fait. C'est ça le cœur de notre sujet. Vous ne dites pas que ça va bien, vous dites que ça va mal, mais pas autant que ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est ça ? En tout cas, sur plein de questions, ça ne va pas si mal que ça, contrairement à ce qu'on croit. Lesquelles, par exemple ? Sur la biodiversité, par exemple, c'est un gros sujet d'alarmisme aujourd'hui. Or, il y a énormément d'espèces qui reviennent dans notre pays. Il y en a qui vont plus mal, il y en a qui vont mieux qu'avant. Le loup qu'on a réintroduit. Oui, alors il y a une étude d'ailleurs de la Ligue de protection des oiseaux qui vient de sortir sur les rapaces nocturnes, où ils disent qu'ils ne se portent pas si mal, justement. Les grands-ducs, par exemple, c'est un énorme oiseau qui est vraiment en haut de la chaîne alimentaire. Et qui a conquis le territoire de façon assez remarquable, comme la loutre, le castor, des ongulés sauvages. Au milieu d'un problème où un agriculteur avait cassé un barrage de castor pour irriguer son champ. Enfin, il avait pas cassé, il avait décalé. Le castor est une espèce qui va très très bien. Et lui s'était fait reprendre par la patrouille en disant que c'était une espèce en danger, c'est ça ? Voilà, c'est une espèce protégée qui avait quasiment disparu de France, mais qui revient de façon très très dynamique. C'est plus de 14 000%, je crois, d'augmentation en Europe de cet animal. Et moi, j'annonce quelque chose, c'est que dans moins de 10 ans, je pense qu'il y aura des questions sur le statut de protection du castor, parce que c'est un animal qui va poser beaucoup de problèmes. Dans les cours d'eau, vous voulez dire ? Non, mais sur les rives, sur les cours d'eau éventuellement, mais aussi sur les rives, sur les gens qui font de la sylviculture, par exemple. Ça peut faire beaucoup de dégâts. On n'en est pas là, mais c'est comme l'espèce va très bien. Mais donc, en fait, on est accusé de ça, et Mediapart nous portraiture en espèce de facho de l'environnement, si vous voulez. C'est ça. Et donc, ça a créé une espèce de tempête dans mon université. Et ils ont tout fait pour détruire ma réputation, si vous voulez. J'ai eu droit à des communiqués de presse contre moi, des campagnes d'affichage dans les couloirs. Mais de la part de qui ? De collègues ? De certains syndicats et de certains personnels de l'université. Et donc, j'ai pas trop vu cette tempête parce que j'étais concentré, moi, sur ma nouvelle mission, mon travail à l'université. Et le président m'a défendu pendant 3 semaines. Et de guerre lasse, je dirais, vu la situation qui était totalement délirante, il a fini par mettre fin à mes fonctions de direction. Il m'a pas renvoyé, je suis toujours salarié, de toute façon, je suis fonctionnaire. Mais il a mis fin à mes fonctions de direction. Pour mes opinions exprimées en dehors de l'université, et qui plus est des opinions qui ont été totalement caricaturées pendant 3 semaines, quoi. Donc ça a été vraiment. Donc là, on parle de délit d'opinion qui vous valent votre poste de direction à l'université. C'est tout à fait ça. Mais le pire, c'est aussi que, si vous voulez, cette opinion a été encore une fois déformée. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était sur l'anticatastrophisme, et puis les questions d'environnement sont en train de ruiner le pacte social français et ruiner l'économie. Parce qu'on arrive, si vous voulez, on peut plus, comme votre exemple sur les taxes que vous avez données avant. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui s'engagent comme moi, qui sont du sérail. Moi, j'ai été militant de la protection de la nature pendant 30 ans avant de m'engager avec Action Écologie. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes. Vous avez François de Rugy, par exemple. Oui, ancien ministre de l'écologie, absolument, qui a été président de l'Assemblée nationale et qui a un parcours finalement assez similaire au mien. Et aujourd'hui, son discours est vraiment très, très, offensif pour dénoncer les excès de l'écologie qui est en train de nous tuer, en fait. C'est ça le message très important. Les ZFE, par exemple, on en parle beaucoup ici sur Sud Radio, les zones à faible émission. Bien sûr. Ce matin, un maire, Marc Jaoul, était invité au micro de Sud Radio pour expliquer qu'il voulait faire tomber cette aberration qui empêche une partie des concitoyens de simplement circuler dans les villes. Absolument. Parce qu'en fait, justement, la ville, vous disiez, quel est des sujets sur lesquels ça va mieux.
Ben, la pollution de l'air, par exemple, comparée à certaines époques du XXe siècle, ça s'est amélioré de façon spectaculaire, en fait. Et on s'en rend même pas compte. En fait, je prends toujours le même exemple. Il y a, après-guerre, si vous voulez, dans les années 60-70, on était obèse d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire qu'on polluait énormément. Beaucoup, oui. Et aujourd'hui, il y a eu énormément de normes, de réglementations, et donc le code de l'environnement a explosé finalement. Et donc, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Sauf que là, on est arrivé d'une certaine manière, on se rapproche de plus en plus de notre poids de forme. Et si vous voulez, et là, on nous demande de maigrir encore. Ouais. Et là, on est en train de nous tuer. Parce que si vous perdez encore du poids alors que vous êtes à votre poids de forme, vous vous mettez en danger. Et en fait, on en est là sur la situation environnementale. Et c'est là où c'est dramatique. Et ce que les écologistes ne comprennent pas ou refusent de comprendre, en fait. Ouais. Mais c'est-à-dire que, enfin, quand on voit la façon dont le climat est traité, on a l'impression qu'il n'y a pas de débat possible. Hein. Il y a les rapports du GIEC qui ne sont pas à remettre en cause. Et pourtant, certains membres du GIEC ont des avis divergents. Et puis, il y avait toutes ces déclarations alarmistes. Hein. On se rappelle de Al Gore et d'autres qui disaient que là, aujourd'hui, en 2025, normalement, New York aurait dû être sous l'eau, ce genre de déclarations qui n'ont jamais en fait été suivies des faits. Pourquoi il y a cet alarmisme volontaire et pourquoi c'est devenu quasiment une nouvelle religion, hein, Oui, alors c'est devenu une religion séculière en fait, où il y a une panique, mais l'écologie n'a pas tellement changé depuis le 19e siècle, c'est avoir un diagnostic de crise. Mais le diagnostic change avec le temps. Au début, c'était les équilibres naturels, après on a eu la couche d'ozone, et plus acide. C'est vrai, on n'en parle plus de la couche d'ozone. Absolument. Le nucléaire. C'est réglé ? Oui, c'est ça. Non, mais on ne sait pas si c'est réglé, mais tout le monde s'en fout. Ce n'est plus le sujet. Et donc, vous avez comme ça ce que j'appelle dans mon prochain livre qui sortira en mai, parce que j'explique toutes ces questions-là. Là, on arrive à chaque fois à une crise qui remplace la précédente. Donc là, on a le climat qui est très important. Le carbone. Hein. On va tous mourir avec des projets de décarbonation, mais absolument délirants. 55% baissés d'ici 2030. Enfin, nous allons mourir. Ça veut dire la fin de l'économie, en gros. Absolument. Ça, Et donc, c'est complètement irréaliste. Tout le monde le sait. Mais tout le monde fait semblant de l'ignorer. Tout le monde non, puisque vous avez Agnès Pannier-Runacher qui y croit vraiment, on a l'impression, quand elle récite ses mantras sur la décarbonation. Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, qui explique qu'on va avoir une industrie décarbonée. Enfin, il avait fait une adresse quand il était candidat à ce poste de commissaire, c'était un gloubi-boulga qui voulait rien dire. Oui, parce qu'en fait... il a le job. Oui, parce qu'on est cadenassé par cet objectif. En fait, ce qu'on remet en cause, nous, c'est pas forcément le projet de décarbonation, mais c'est le rythme imposé qui est totalement hallucinant. On le voit avec la voiture électrique, hein, ça fait puisque c'est trop cher, les consommateurs ne suivent pas, et là la machine est grippée, hein, il y a un problème. Absolument, oui, vous avez tout à fait raison. Toutes ces politiques en plus n'ont pas d'impact, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on dénonce, n'ont pas d'impact sur le sujet en question. Parce que vous avez beau baisser de très très peu les émissions de CO2, au niveau mondial, ça ne change rien au niveau des émissions, et en plus ça ne change rien au niveau de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. On va en parler justement avec la mairie de Paris, par exemple, qui reste totalement dans cette ligne idéologique et les choix qui ont été faits récemment. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, puis se retrouver avec notre invité Bertrand Alliot pour parler climat, climato-scepticisme et procès en sorcellerie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on retrouve notre invité en studio, Bertrand Alliot, environnementaliste, porte-parole de l'association Action Écologie, accusé ou le vilain de climato-scepticisme. Pardon, vous êtes plutôt sur la biodiversité, mais il n'y a pas de biodiversité, scepticisme. Oui, comme c'est très dur à dire, finalement, on s'encombre pas. Il n'y a pas de terme, et on dit climato-sceptique, puis comme ça, on clôt le débat, c'est plus facile. On englobe tout. On parlait justement de ces mesures, de ces mesurettes, en fait, qui font croire qu'on fait des choses pour la planète, le climat, et qui, au final, attaquent un peu plus le contrat social chaque jour, les ZFE évidemment, et puis à Paris, on voit que la mairie de Paris continue dans ce délire absolu, avec maintenant une voie de covoiturage, avec des radars qui vont voir si vous êtes seul ou non dans votre voiture, et donc vous flashez, et amende de 135 € si vous osez, le méchant, utiliser la voie de covoiturage seul. On apprend que cette voie, donc issue des Jeux Olympiques, on s'en doutait, tous ces radars n'avaient pas été mis là pour rien, a été mise en place sans étude d'impact. Tout simplement. Pourtant, c'est une règle d'or, normalement, les études d'impact. Mais là, le problème en plus, c'est que
que pendant certaines heures, vous voyez. Donc, oui, c'est les heures de forte influence. Voilà, et donc là on est un peu perdu, c'est comme sur les routes nationales, vous savez, c'est soit 80, soit 90, on est totalement perdu. On lui doit ça. Donc en fait, c'est une complexité administrative qui fait que la vie devient un enfer, parce que on est sans arrêt, corseté par des règles qu'on ne comprend plus, qu'on n'est plus capable de digérer, en fait. Et c'est là où ça devient délirant, en fait. Et en plus, ça ne fait plus de bien à l'environnement. C'est ça mon message clé, avec mon exemple de tout à l'heure. Vous pensez qu'on est arrivé à un plateau je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux sur certains points, parfois. Je ne dis pas le contraire, bien sûr. Par exemple, sur la pollution lumineuse, par exemple dans les villes, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. On peut faire des économies pareil facilement, et en plus, il y a un bénéfice plutôt sur l'environnement. Attendez, vous avez vu à Bordeaux, ils sont revenus sur cette mesure parce que ça crée de l'insécurité. Oui, alors il ne faut pas le faire n'importe où. Les femmes qui rentraient seules le soir se sont plaintes des rues sombres, et donc l'éclairage public est revenu. Mais elles ont raison. Il y a des endroits où il ne faut pas enlever la lumière. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses à faire assez facilement. Mais sur beaucoup de questions, on est arrivé un peu à l'os, si vous voulez. Et c'est là où, pour moi, politique, aujourd'hui un peu sérieuse, ne doit pas s'attacher à faire, mais doit s'attacher à défaire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans un enfer administratif. Oui, on voit. Et qu'on ne peut plus aller plus loin, quoi. C'est terminé. Donc je pense et puis tout n'est pas obligé de passer systématiquement par une loi pour améliorer notre environnement. Voilà, donc. Mais surtout qu'on voit les industriels ont commencé à faire des efforts, notamment le secteur automobile, sur les émissions. Les industriels aussi vis-à-vis de la pollution. Alors on est loin du principe pollueur-payeur, mais quand même il y a eu beaucoup de progrès. Et puis il y a quand même une schizophrénie incroyable de la part du pouvoir, c'est-à-dire dire qu'on va toujours aller plus loin dans la décarbonation, dans le quota carbone, etc., et vouloir réindustrialiser. Et ça, c'est quand même... Oui, mais c'est ce qu'avait dit Stéphane Séjourné. On ne pourra pas faire de la réindustrialisation sans décarbonation, et inversement, on ne pourra pas faire décarbonation sans réindustrialisation. C'est magique. Fascinant. Mais c'est la pensée magique. Oui, non, au contraire. Aujourd'hui, c'est totalement antinomique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une telle pression populaire, j'allais dire, et même politique sur le pacte vert européen. Le pacte vert européen est en voie d'être détruit à moyenne échéance. Parce que ça, encore une fois, ça grève notre économie de façon très importante. Et moi, je suis un passionné d'environnement, d'écologie, de tout ce que vous voulez, d'espèces en général. Mais je vois bien que là, ça craque de toutes parts, et il faut quand même qu'on continue à se nourrir, qu'on ait une économie performante, etc. Donc, je pense que là, il faut vraiment qu'on se calme un peu sur ces questions. C'est bizarre parce que d'un côté, donc l'Union européenne veut continuer dans ce pacte vert d'une certaine façon, et de l'autre côté, va permettre la réintroduction des néocotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, d'un claquement de doigts, alors qu'on était arrivé quand même à alors, il y en a beaucoup qui restent interdits. Il y en avait un qui, effectivement... Alors là, c'est la question de la surtransposition. Où en France, effectivement, le sujet pour les agriculteurs, c'est au moins d'être au même niveau que les autres pays européens. Et les betteraviers notamment. Et les betteraviers, oui, vous savez. Par mais donc c'est des solutions technologiques qui existent. Et puis il faut voir le progrès qu'ont fait les agriculteurs en 50 ans. C'est énorme sur les questions environnementales. Je veux dire, on se rend même pas compte des progrès qui ont été faits. On dirait qu'on est arrivé qu'on fait rien, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez remarqué que plus la législation augmente, plus il y a de normes, et plus la situation est catastrophique. Si on écoute, donc manifestement ça ne marche pas. Oui, mais pourtant il faut plus d'Europe. Ça ne marche pas, mais il faut plus. Oui, c'est ça. Il faut plus de règles, surtout. Plus de règles européennes. Mais ça peut plus durer comme ça, parce que plus on a encore une fois, le renforcement de la législation n'a plus d'effet sur la qualité de notre environnement. Je parle en Europe. Il y a plein de pays dans le monde en développement où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à améliorer chez nous. Je dis pas le contraire. Mais on est vraiment sur. Et sur le débat en fait scientifique, puisque c'est suite à cette absence de débat que vous avez été mis au banc de cette communauté, pourquoi le débat est à ce point-là craint, interdit sur ces questions de biodiversité et de climat? Pourquoi? Alors oui, la biodiversité et le climat, ce sont les deux sujets qui nourrissent le catastrophisme et la décroissance. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un phénomène vraiment religieux, sur lequel se greffent des intérêts après. Parce que plus il y a de règles, plus il y a des gens qui se nourrissent des règles et de l'argent qui est déversé sur l'écologie, etc. Mais au début, il y a quand même une espèce de mysticisme d'une religion séculière, comme je le disais tout à l'heure.
Et en fait, mais l'écologie a toujours été comme ça, c'est un diagnostic de crise. Mais si vous avez une crise telle qu'ils la décrivent, les écologistes radicaux, il faut des politiques de salut public. Il y a une cohérence de cette pensée, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je dis, il faut discuter ce diagnostic de crise, parce que c'est elle qui implique ces politiques de salut public délirantes. D'accord ? Le problème, c'est quand on s'attaque à ce diagnostic, on est ostracisé. Pourquoi ? Parce que c'est sacralisé, en fait. Pourquoi c'est sacralisé, ce diagnostic de crise ? Parce qu'il permet ce discours sur le salut. Et quand on a un discours sur le salut, on est entré dans la religion. Vous comprenez ? Et donc, en fait, ce diagnostic... Oui, et puis tout le monde doit dire oui. Enfin, on ne peut pas refuser de faire du mieux pour la planète. Hein. Oui, mais... Personne ne peut dire non à ça. Oui, mais en fait, les sujets catastrophistes, aujourd'hui, moi, je pense peut-être nous sommes au bord d'une crise. Il y a plein de choses qui se passent au niveau géopolitique aujourd'hui. On ne parle pas du poids écologique de la guerre. Hein. Ça, voilà, par contre, oui, il y en a qui en parlent, vous savez. Jean Covici, par exemple, parle de ça. Enfin, là, on risque pas de gagner la guerre si on commence à faire du bilan carbone. Non, c'est impossible. Oui, c'est ça. Donc, on est dans une situation très, très particulière, oui. Et donc, pour sortir du mysticisme, il y a des pistes. Écoutez, non, c'est le temps qu'il faut ça, parce qu'il y a eu des idéologies, des grandes idéologies au XXe siècle. Il a fallu du temps, et il faut des crises. Aujourd'hui, il y a 2 crises qui arrivent. Une crise financière, vous en avez parlé juste avant avec M. Touati, et il y a une crise aussi, quand même, géopolitique et le possible retour de guerre. Et là, ça va nous permettre, malheureusement, de faire du tri dans nos préoccupations. Et ça, ce sont des événements qui risquent de nous faire réfléchir. Autre élément aussi, c'est qu'on est épuisé par le catastrophisme. Les gens sont épuisés, ils écoutent même plus. Donc, sur les crises après crise, on n'en peut plus. Alors là, ils essayent de remplacer la crise du climat par la crise de la biodiversité, sur l'histoire d'écologie. Parce qu'on fatigue un peu sur l'histoire climatique, donc on renforce un peu l'histoire de la biodiversité. Alors moi, j'arrive là, avec mes gros sabots, évidemment, et à l'université, vous voyez l'effet que ça fait. Et ça dit aussi des choses sur ce que devient l'université française. Le monde de la recherche et l'université, Voilà, en plus, je tiens à le préciser, dans l'administration de la fac. Je n'ai pas de rôle sur la recherche, sur les programmes de recherche. Les chercheurs sont indépendants. Donc j'ai été saqué, et en plus j'ai un parcours dans le milieu de la protection de la nature que tous ceux qui m'ont pourchassé pendant un mois n'auront jamais. Vous comprenez ? C'est fascinant. 15 années et au-delà. J'ai 30 ans de militantisme, etc. Vous êtes un militant écolo, c'est ça qu'il faut rappeler. Oui, en tout cas à l'origine. Aujourd'hui, je critique parce que ça va trop loin. Mais par exemple, j'avais créé sur le campus une association qui s'appelait Paris-Est Nature pour favoriser la biodiversité sur le campus. Et l'université, 10 ans après moi, a mis en place en interne des politiques pour favoriser la biodiversité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'avais 10 ans d'avance sur l'université. Mais ça n'a pas empêché les gens, vous voyez, de me critiquer, de me saquer. Alors ça, ils ne l'ont pas rappelé, évidemment. Donc c'est fascinant, ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Bertrand Alliot, porte-parole de l'association Action Écologie. On vous invitera évidemment pour ce livre qui sort au mois de mai. On sera très intéressé d'en lire le contenu. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h sur Sud Radio pour parler du conflit en Ukraine et des déclarations martiales du président français ainsi que la réponse russe avec Caroline Galacteros qui sera notre invitée. À tout de suite.